Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, comme vous voyez vous-même aujourd'hui, c'était le premier anniversaire du G7. G7, c'est une année déjà. G7 et aujourd'hui à Bruxelles, c'était la sortie officielle du G7 Benelux. Conférence annoncée, l'équipe est là, tout le monde est là pour cette conférence. Beaucoup de personnes avaient dit que ces groupes n'allaient pas faire 6 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois, mais ils sont toujours ensemble, c'est toujours très fort. Et puis c'est la sortie officielle, nous allons vous laisser suivre leur message. C'est aussi la place de Katumbi. C'est au Congo, la place de Moïse Katumbi, ce n'est pas ici. On sait que le G7 avait porté leur choix sur Moïse Katumbi et que le G7 demande la place de Moïse Katumbi, c'est au Congo. Au moment où à Kinshasa, la CENCO est en train de présider des négociations entre la majorité et les deux oppositions, l'opposition au dialogue et l'opposition entre le dialogue, on dit deuxième dialogue à Bruxelles, c'était la sortie officielle du G7. Suivez les extractions. Mesdames et messieurs, le premier anniversaire est également l'occasion de nous remémorer l'ensemble des difficultés que nous avions connues. Premièrement, les difficultés dues aux ennuis que le pouvoir nous cause. En fait, depuis la confirmation de sa candidature à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi et ses proches doivent affronter une véritable campagne d'intimidation. En début mai 2016, sa résidence à Lubumbashi est encerclée par les forces de police et de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, après que les ministres de la Justice aient ordonné un dossier judiciaire à son encontre, tout en assurant détenir la preuve documentée que plusieurs anciens militaires américains se trouveraient actuellement au Katanga à son service. Les autorités ont arrêté au moins 27 de ses collaborateurs et il subit des multiples pressions. M. Charles Monde Simba, président du G7, le député national de son État, a aussi été empêché 2 fois consécutives d'atterrir dans son fief de Kalemi, chef-lieu de la nouvelle province du Tanganyika, en septembre dernier. Mesdames et messieurs, en plus des ennuis que le pouvoir en place nous cause, il faut souligner nos propres lacunes encombrées dans les années qui viennent. En outre, notre difficulté à mobiliser et organiser de larges masses. L'enjeu, c'est toujours l'ouverture, le refus de cloisonnement, l'ouverture des organisations, l'ouverture à l'égard de la société, l'ouverture qui permet la créativité. Mais c'est vrai que l'ouverture suppose de répondre aux interrogations de la société, d'être pleinement partie prenante des débats éthiques, sociaux, économiques et politiques, où qu'ils soient, et que dans quel domaine il travaille, un militant politique ne peut être coupé du rôle de la société. Il a un rôle à jouer. Il en a d'ailleurs toujours été ainsi dans la démocratie. Il doit expliquer ce qu'il fait, fournir à la société les éléments dont elle a besoin pour débattre sereinement de son avenir. Surtout quand cela touche ce qu'on appelle les questions de société, c'est-à-dire tout simplement les vivre ensemble, la compréhension du monde. Voilà, mesdames et messieurs, le message que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui. Je salue le combat que le G7, d'autres formations politiques et notre peuple portent une société plus juste, plus intégrée,
et le bien-être ne serait plus réservé dans quelques heures. Pour finir, je compléterai par ceci. N'attendons pas demain, défendons les causes. Tous les membres présents et moi-même vous remercions d'être venus si nombreux. Nous sommes infiniment honorés par votre présence et nous nous montrons particulièrement sensibles à cette marque de courtoisie et de délicatesse. Ce n'est pas tous les jours que nous fêtons notre anniversaire, alors tenons bon l'anniversaire à tous les membres du G7, que notre plateforme, le G7, existe encore de nombreuses années grâce aux efforts et vitalité de ses membres et sympathisants. Je vous remercie. Voilà, donc et je vais passer directement la parole à notre camarade Alain Massoudi qui va nous expliquer le pourquoi du G7 ici dans le Bénédicte, brièvement. Vraiment brièvement, puisque nous sommes effectivement pris par les contraintes temporaires, effectivement. Voilà, chers amis, chers membres, mesdames et messieurs, vous tous en vos titres et qualités, bonjour. Alors, dans une démarche analogique et similaire effectivement à ce que mon collègue, président de l'UNADEF Benelux, vient de dire, si je devais en fait comparer les choses, vous me permettrez de dire que faire de la politique revient à faire du sport, à pratiquer son sport favori. Comme vous le savez, il faut avoir le courage de quitter ses pantoufles et le confort de son canapé, éteindre la télévision afin d'enfiler son jogging et ses baskets pour aller courir ou aller dans sa salle de fitness favorite. La politique aussi, effectivement, demande de la pratique, de l'activisme, de l'engagement et du militantisme. Il faut savoir franchir le cap, traverser les Rubicons, quitter une posture de simple observateur ou analyste vers un engagement partisan, beaucoup plus affirmé de ses idées, ses valeurs et ses convictions. Et ce sont ces idées, ces principes, ces valeurs, ces convictions qui nous ont donné la noble inspiration de créer d'abord les représentations de nos partis politiques respectifs ici dans le Benelux. L'ARC Benelux existe depuis 2007, l'UNADEF Benelux depuis 2013, le PDC Benelux depuis 2006, le MSR aussi existe, le MSR Benelux existe aussi depuis plusieurs années. Alors, à partir du moment où nos directions nationales respectives s'étaient réunies et organisées pour constituer ces blocs solides et cohérents, qu'aujourd'hui nous appelons le G7, il était tout à fait normal et logique de faire la même chose dans le Benelux. Mais pourquoi en fait une représentation du G7 dans le Benelux? En réalité, c'est le positionnement stratégique de la Belgique en Europe et aussi vis-à-vis de la RDC qui nous a poussé à confirmer notre engagement. Mais qu'est-ce que nous entendons par positionnement stratégique de la Belgique? Rappelons-nous le lien historique et inaliénable entre nos deux pays. Le positionnement de la Belgique au niveau international, l'engagement de la Belgique pour le Congo au niveau de la diplomatie internationale, son engagement pour le Congo en termes de coopération au développement, la grande masse de Congolais ou de personnes ayant des attaches fortes avec le Congo qui y résident ou transitent ou qui y transitent. La possibilité aussi de monter une base de données de toutes ces personnes pouvant un jour jouer le rôle d'une sorte de task force pour le développement de la RDC, la présence ici en Belgique des institutions internationales ayant leur siège ou des représentations, comme l'Union européenne évidemment, les ACP, l'ONU, la Banque mondiale et les autres institutions. N'oublions pas non plus le rôle que le port d'Anvers joue dans les trafics maritimes avec la RDC.
bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Alors, c'est dans cette optique et dans ces contextes que nous, représentants des membres du G7, installés et déjà actifs au Benelux, tels que l'ARC, le PDC, l'UNADEF, le MSR, nous avons tenu une série de réunions de travail au cours desquelles nous avons fait un tour d'horizon de l'actualité politique congolaise et avons examiné l'opportunité de créer une représentation structurée du G7 au Benelux. Bien entendu, le 19 septembre dernier, nous étions devant l'ambassade de la RDC ici en Bruxelles pour donner un carton jaune à la CENI et un préavis, un carton jaune à M. Kabila d'ailleurs aussi, et un préavis pour le prévenir que son mandat prenait fin le 19 décembre 2016. C'est le même plaidoyer qui est fait par notre candidat à la présidentielle, M. Moïse Katumbi Tchapa. Le même plaidoyer est fait par le président Lung du MSR, le président Charles Mondo de l'UNADEF, le président Kamitatu de l'ARC, le président Ndundo du PDC, le président Gabriel Kuhn de l'UNAFEC et le président Lutundula et Banza. Je vais donner la parole à notre président, M. Wabi Dieudonné, pour continuer ce petit échange que nous avons ici. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour. Je pense que tout a été dit. Nous sommes ici, c'est une rencontre de famille. Vous avez vu, on n'a pas fait des publicités, d'annonces, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire le plein, mais l'objectif est de nous entretenir entre nous, membres du G7, et aussi faire connaître l'existence, dire à tous ceux qui ne le savent pas que le G7 existe. Je me permettrai de compléter quand même la présentation, parce que par respect pour mes collègues, il faut savoir que le G7 Benelux est organisé et dirigé par un présidium. Je ne suis pas le seul président. Il y a un présidium aujourd'hui composé de 3 présidents, donc Alain Kaniki de l'UNADEF, il y a Alain Massoudi de l'ARC, et moi-même Dieudonné Wabi du PDC. Nous avons aussi un secrétariat général qui est dirigé par le trio ARC avec Auger et les 2 vice-présidents de l'UNADEF et du PDC. Nous avons aussi Madame Marceline Lokengo qui s'est présentée tout à l'heure du MSR et qui est aussi dans le comité directif avec nous. Alors, je vais quand même faire un effort de rester dans mes notes, parce que souvent on me reproche que quand je prends la parole, je n'arrête pas, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais poursuivre dans la même lancée pour d'abord saluer le courage de nos présidents du G7. Ça vaut la peine. Ce qui s'est passé, ce qui se passe avec le G7 aujourd'hui, pour nous, c'est du vécu. Mais je pense que, je suis persuadé que l'histoire du Congo, l'histoire de ce pays en parlera. 7 présidents des partis politiques, chacun avec son organisation, chacun avec ses députés, qui se mettent ensemble, qui décident de mettre en place une plateforme. Et vous allez remarquer que parmi ces 7 présidents, personne n'a l'intention de devenir président au détriment des autres. Ça, c'est quelque chose, c'est un modèle politique. Moi, je parle du modèle G7. C'est quelque chose qui est très important. Parce que pour nous, pour tous ceux qui sont dans la politique congolaise depuis longtemps, ils savent que, entre autres, le problème de l'opposition jusque-là a toujours été le problème d'unité. D'aucuns savent comment nous nous sommes battus en 2011 pour obtenir une candidature commune. Personne ne voulait soutenir, être derrière l'autre. Alors, il faut saluer ce courage. Je le dis aussi pour témoigner, parce que moi, j'ai vécu la création du G7 sur le terrain. J'étais sur place. J'étais conseiller du ministre de l'Environnement. J'étais conseiller en charge de la conservation de la nature pour le compte du PDC.
Déjà, le gouvernement Matata 2 a été mis en place en fin 2014. Donc nous avons commencé le travail après le fait, janvier 2015. Et directement, 2 semaines après, il y a eu les événements du 15. Et juste après ces événements, au mois de février, la première lettre. Donc je pense que les collègues l'ont souligné. C'était déjà difficile de travailler dans ces conditions. Vous êtes dans une majorité, vous travaillez dans le gouvernement et il y a des tensions entre les leaders au niveau de la majorité. La première lettre, et je me souviens, après la première lettre, il n'y a pas eu de réaction du président de la République. Mois de mars, deuxième lettre. Ils ont demandé plus concrètement de voir le président et de donner leur point de vue. Lorsque le rendez-vous a été fixé, ça devait se passer à Kingakati, je crois, et quelques jours ou quelques heures avant, on leur dit que le président ne va pas les recevoir tous ensemble. Le président Kabila demande de recevoir chacun à son tour. Alors là, c'était vraiment le tout premier test. Et ils se sont convenus, tous, ils l'ont vu chacun à son tour, mais ils ont tous dit la même chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner dans la politique congolaise. C'est rare. Ils ont tous dit la même chose. Après, silence radio. Et nous avons eu, il a été question à un certain moment de déposer les candidatures. Je suis aussi candidat député provincial. Nous avons déposé les candidatures. La CENI a publié les listes et tout ça. On n'a jamais eu d'élection. Les élections qui avaient été prévues au mois de 23 octobre, plus précisément. Et dans l'entretemps, on crée l'histoire vraiment de toutes pièces comme ça, on crée l'histoire de, soi-disant, appliquer la Constitution avec les nouvelles provinces et tout ça organisé. Tout ça dans l'objectif de retarder les choses. Dans l'objectif de retarder les choses. Après, je pense que c'était au mois de septembre, la toute dernière lettre. La toute dernière lettre, d'ailleurs c'est la lettre que j'ai ici devant moi, où ils ont été un peu plus incisifs et tout ça pour dire que non, il n'est pas question pour nous. Si vraiment la volonté c'est de modifier la Constitution pour se pérenniser au pouvoir, ce n'est pas, nous n'adhérons pas, dans cette démarche, nous n'adhérons pas à cette logique parce que l'accord, l'alliance de la majorité, l'accord que nous avons signé en 2006, c'était conformément à la Constitution, c'est-à-dire en fonction des 2 mandats. Alors, le G7 a eu aussi un effet bénéfique. Le fait d'avoir tous ces présidents, tous ces responsables du parti réunis, discutant, bien sûr, dans toute organisation humaine, il ne manque jamais de divergence, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de percevoir les choses, mais le fait de rester comme ça unis a permis aussi, a facilité aussi les choses. Vous avez vu la solidarité quand ils ont décidé, ils ont choisi de désigner Moïse Katumbi comme leur candidat, ce qui a provoqué des crises de nerfs chez certains qui ont fini par se compromettre jusque. Donc nous nous retrouvons dans une situation, dans un pays où il n'y a plus d'institutions légales, plus d'institutions légitimes. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, qui va être président aujourd'hui? Donc nous devons nous lever, nous devons nous mobiliser pour signifier à Kabila que son mandat est terminé et qu'il doit partir. J'espère qu'elles vous ont convaincu et qu'elles ont été assez complètes. Pour la séance questions-réponses, on va commencer par laisser les journalistes poser. Je crois qu'il y a 2 groupes de journalistes, 2 questions chacun. Pascal Bewa, MPB. Vous avez parlé des démarches que vous allez entreprendre pour que le président Katumbi retourne au pays. Pouvons-nous savoir, puisque jusque-là, il est inculpé, qu'est-ce que vous faites pour que cela soit annulé? Je vous remercie. Au niveau de la représentativité, on ne s'inquiète pas, parce que nous avons des personnes de qualité. Comme dans la presse, nous avons attendu, on a cité les noms de l'honorable Olivier Kamitatu, de Christophe Lutudoula et de Monichou. Ce sont des personnes qui vont représenter le G7 dans ce forum-là. Ils ont des qualités, le G7 leur fait confiance, même s'il s'agit d'une seule personne qui peut aller nous représenter,
nous n'avons pas à nous inquiéter parce que ce sont des personnes qui ont des qualités, ils ont de la matière, eh bien, nous ne serons pas. On n'est pas inquiet. Donc, le G7 entre dans ce forum avec ces quelques idées. Évidemment, il n'en sortira pas avec la totalité. L'idéal, c'était de sortir avec, acquérir tout le point de vue que le G7 aura proposé, mais on est dans un terrain où il y aura dialogue, on sortira par un consensus. Eh bien, je sais que le G7 est bien représenté, on ne s'inquiète pas. Ils ont des qualités requises pour pouvoir défendre les positions du G7. Et nous soulignons encore de nouveau, comme Wabi l'a dit, M. Moïse Katumbi doit rentrer au pays. Sa place n'est pas ici à l'extérieur, sa place est en RDC. Il a du travail, il faut que le pouvoir en place aujourd'hui, demain ou après-demain, même dans les heures, que le pouvoir ouvre la porte, M. Moïse Katumbi doit rentrer en RDC. Enfin, sa place n'est pas ici à l'extérieur, sa place est en RDC. Le peuple congolais a besoin de lui. Pour la deuxième question, je pense que... Oui, il est très important d'aller aux élections et même de faire tout ce qui est en train de se faire maintenant dans un climat d'apaisement. Pour que les élections se passent dans les bonnes conditions, il faut que tout le monde soit apaisé. On ne peut pas aller aux élections dans l'état d'esprit comme celui que j'ai vu lors du discours à la nation, où un chef d'État se présente comme le chef d'un groupe, fustigeant un autre groupe. On ne peut pas aller dans ces conditions. Raison pour laquelle certains préalables. Comment voulez-vous aujourd'hui aller aux élections avec des partis politiques qui sont dédoublés, par exemple? Quel sera l'arc qui va se présenter aux élections? Voici, ça, ce sont des éléments qui ont fait partie des préalables. Nous avons tous suivi, si vous avez suivi, Madame la juge qui a fait le témoignage en France, celle qui a inculpé M. Moïse Katumbi. On voit très bien que, avec tout ce que cette dame a dit, tout son témoignage montre que la justice est totalement caporalisée. Quelle est la valeur de cette inculpation? Une inculpation fantaisiste, une inculpation politique et politicienne. Raison pour laquelle nous trouvons que cette histoire, on doit l'arrêter, parce que c'est une décision, ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Pourquoi veut-on isoler un seul candidat par rapport aux autres? Bon, nous, quelque part, ça nous rassure, ça démontre que c'est nous et Moïse Katumbi qui faisons peur, mais bon, il n'y a pas question de ça. Il faut absolument que les élections se passent dans de bonnes conditions. Et il n'y a pas que Moïse. Et on demande aussi la libération de ceux qui sont prisonniers à Kinshasa. On demande aussi la libération de l'espace politique. Pourquoi libérer certaines chaînes de télévision et pas d'autres? Voilà. C'est juste une question d'avoir un état d'esprit apaisé et permettre à tout le monde de trouver une solution à cette crise créée de toutes pièces par M. Kabila, dans les bonnes conditions. Moi, c'est Maître Kao Dimini, je suis du PDC de Benelux. J'ai bien suivi mon président. Mon inquiétude est après les 19. Après, il y aura vie juridique comme vous venez de le souligner tantôt. Et alors, quelle pense pour le G7, les stratégies du G7 par rapport d'après les 20? Je crois que nous tous nous sommes d'avis que Kabila les 19, nous attendons à Kinshasa, tout bouge. Je suis sur les net. Les gens disaient que les 19, Kabila avait quitté totalement le pays. Nous savons que nous les soucis de tous les Congolais de voir les G7 en mouvement et faire partie de Kabila les 19. En vous suivant, je crois que vous voulez alléger c'est-à-dire que pour nous, ça serait plus mieux d'aller dans un gouvernement encore, parce qu'il y en a eu des gouvernements, des concertations, des dialogues en dialogue. Et ces dialogues, il a fini son mandat, il a fait mandat pour vous. Qui est alors les stratégies, les G7, qu'est-ce qu'il va y mettre après? Est-ce qu'il y aura encore Kabila qui va nous gérer pendant une transition de 2 ou 3 ans? Ou bien c'est fini, c'est les G7 qui prennent le pouvoir?
C'est ça ma préoccupation par rapport à ce que vous avez souligné tantôt. Merci. C'est Bertrand Kabila, je suis entrepreneur indépendant. Ma question est celle-ci, parce que moi j'ai l'impression de voir que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu, c'est-à-dire que je me rappelle au 96, il y avait l'ARDEL, un peu comme vous, un rassemblement des partis politiques, dont l'objectif était principalement de mettre Mobutu dehors, sous n'importe quelle condition, donc on s'en foutait un peu, mais il restait Mobutu dehors. Mais ma question est, en quoi vous êtes différent de l'AFDEL? Parce que lorsque je vous écoute, j'ai un peu l'impression qu'on refait les scénarios de 96 en se disant, on se focalise, Kabila doit partir, je suis d'accord, je partage avec votre opinion, on doit respecter une constitution, mais qu'est-ce qui me garantit que demain, si vous êtes aussi aux affaires, vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs? Parce que lorsque je regarde bien, je me dis, oh, c'est un peu bizarre, ce sont les mêmes acteurs, certains, pas tous, qui étaient là avant Mobutu et qui étaient là après Mobutu. Mais qu'est-ce qui me garantit que demain, parce que vous, le G7, vous aurez le pouvoir, vous allez être différent de ces... Bon, au cas où. Au cas où. Le jour où vous aurez le pouvoir, hein, parce que c'est votre combat. C'est évident. En quoi vous serez différent de vos prédécesseurs? Parce qu'ils ont aussi des beaux discours, ils ont aussi de... Tout est beau. Lorsqu'on écoute les Congolais parler de leur pays, de la démocratie, on est vraiment emballé. Mais on est déçu quelques années après. Je pense qu'il faut retenir les choses par le principe. Le président Wabi l'a dit tout à l'heure. Nous allons à ce dialogue, nous participons à ce dialogue, mais pour nous, rien n'a changé. Le dialogue qui s'est passé il y a quelques semaines, on appelait d'ailleurs le monologue. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été? Nous avions donné des raisons justement à ce moment, notamment le manque d'inclusivité de ces dialogues-là, et quelque part un manque de représentativité, puisque voilà, c'est le président Kabila avec l'opposition présidentielle, comme on a appelé ça, qui était en train dans une salle en train de discuter comme ça. C'est pour ça que nous n'avons pas été à ce dialogue. À celui-ci, nous y allons, nous y sommes. Avant d'y aller, nous avons donné nos préalables. Encore une fois, nous revenons sur le principe. Les préalables ont été publiés hier sur les réseaux sociaux, partout, vous le savez. Et parmi les préalables, il y en a un, le premier, c'est effectivement, nous voulons une déclaration du président Kabila. Il n'est plus candidat. Vous savez, c'est un peu triste et c'est vraiment dommage. On se croirait effectivement dans une république bananière. On pourrait quelque part se considérer comme si nous étions des sous-hommes. De pouvoir batailler comme ça pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour respecter un texte, pour respecter la Constitution. C'est dommage pour notre pays. C'est dommage pour notre peuple. Mais bon, voilà, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il y a de valeureux compatriotes réunis aujourd'hui dans le rassemblement. Il faut l'insister. Nous y allons dans ce dialogue, nous sommes ensemble. Ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Le G7 est là, il y a d'autres forces politiques qui sont là aussi. Nous savons que le rassemblement aujourd'hui est présidé par notre doyen de tous, le président Étienne Tshisekedi. Et profitons aujourd'hui de toute son expérience politique dans ce pays. Donc nous sommes ensemble dans ce dialogue-là, avec le préalable qu'il faut respecter. Donc, la déclaration du président Kabila, qui n'est plus candidat, il faut le supplier, malheureusement. Mais il doit le faire. Ça veut dire que l'après-demain, l'après-20 décembre, normalement, pour nous, se conçoit sans le président Kabila. Donc, à ce moment-là, le président Wabi l'a dit aussi tout à l'heure, ce sera à nous de gérer cet après-Kabila. Mais nous sommes en politique. Nous ne pouvons pas, quelque part,
faire le contraire de ce que nous disons, de ce que nous défendons. Nous comprenons très bien que nos compatriotes de la MP ont aussi droit, après le 20 décembre, à avoir un candidat. Donc nous allons, effectivement, si c'est possible, nous arrivons à une conclusion d'avoir un gouvernement, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, cohésion nationale, je ne sais pas, mais ce serait d'abord, après le respect de toutes ces conditions-là, ce serait, nous avons tous lu les conditions, on doit revoir la constitution, la structure de la CENI, par exemple. On doit revoir la constitution, la structure de la Cour suprême. Oui, la Cour constitutionnelle, pardon. On doit revoir certains postes ministériels, effectivement. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Donc il faudra apporter beaucoup plus de conditions, de transparence pour aller dans de bonnes conditions aux élections, mais sans le président Kabila à la manœuvre. Ça, il faut l'insister. Si vous permettez, je veux ajouter dans ce que le président vient de dire, pour continuer à répondre à la question que le monsieur a posée tout à l'heure là. Vous savez, nous ne partons pas à ces dialogues ou alors dans le poste. Nous partons à ces dialogues pour décrisper cette crise. Quand vous avez un état de droit, c'est ce que nous espérons mettre en place. Quand vous trébuchez, la main est là pour vous remettre sur la ligne. Par rapport à votre question, quand vous posez la question que c'est du vécu, je pense que vous et moi, nous sommes de la même génération. Nous voyons des choses aussi différemment. Quand mon fils, à son temps, viendra, il verra des choses évoluent. On n'est plus en 1996, nous sommes en l'an 2016. Les choses évoluent. Donc, l'état de droit résoudra tous ces problèmes. Je pense que nous avons atteint une certaine maturité. Nous continuons. Vous savez, la maturité, c'est comme une asymptote. Ceux qui ont fait les mathématiques savent que l'asymptote, c'est une droite qu'on essaie d'atteindre, comme la vérité scientifique. On tend vers la vérité, mais on n'atteint jamais cette droite-là. La maturité, c'est pareil. Donc, nous continuons à nous nourrir. Nous allons faire avec ce que nous avons, mais avec un état de droit que nous allons installer, les choses vont se mettre sur le terrain. Oui, en parlant de l'état de droit, qu'est-ce qu'il faut, quelle est la condition pour arriver à un état de droit? J'ai parlé tout à l'heure de la culture juridique. C'est quelque chose de très important et qui nous manque. Pas seulement le Congo, mais c'est comme si tous les Africains en général, ils ont ces problèmes. La culture juridique, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est une mentalité qui consiste à reconnaître que la loi est au-dessus de tout le monde. Ça, c'est un. Et de deux, à chaque fois qu'il y a un problème, on recourt à la loi. Que dit la loi? Nous, le G7 n'a rien à voir avec l'AFDEL. Nous sommes des partis politiques. L'AFDEL, c'est un mouvement insurrectionnel. Nous n'avons pas été demandés chercher des armes dans un pays voisin pour venir chasser le dictateur. Nous sommes des partis politiques ayant, avec des membres, des députés qui ont des mandats du peuple et qui ont été élus. Nous avons des députés, nous avons des sénateurs, nous avons même des députés provinciaux qui sont sur place. Et nous faisons la politique, on va faire la politique pour répondre aussi à Madame Maître Mimi. Nous faisons la politique, tu es juriste, tu connais,
sous l'éthique de la responsabilité. On ne fait pas la politique pour faire la politique, on ne cherche pas à mettre le feu au pays. Il y a une situation, mais nous proposons des solutions. C'est pour ça que nous avons demandé des préalables. Et regardez, par exemple, nous avons dit nous sommes prêts à aller au dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Pas un dialogue dirigé par un M. Kodjo. Vraiment, à quoi il a servi M. Kodjo entre nous aujourd'hui? Un dialogue inclusif. Parce que quand le dialogue n'est pas inclusif, qu'est-ce qui se passe? Il y a des contestations. L'opposition est partie, l'opposition qui est partie là. Une opposition faible. Vous avez vu dans quelles conditions, je ne sais pas si vous avez vu même la désignation du Premier ministre Sami Badibanga, même pas signée par le président de la République, par les directeurs de cabinet. Quelle est la situation de M. Sami Badibanga aujourd'hui? En tout cas, je le respecte, c'est quelqu'un de très bien, et qui vient d'ailleurs de la Belgique. C'est quelqu'un de très bien, mais il se retrouve aujourd'hui, il est le maillon faible de tous les jeux qui se jouent aujourd'hui. Quelle est sa position? Il risque de perdre et la primature et la nationalité belge et tout le reste. Vous voyez, pourquoi quelqu'un met le feu? À chaque fois, les gens viennent mettre le feu, et monsieur, vous nous posez la question, pourquoi à chaque fois il y a le feu, vous voulez éteindre? Pourquoi à chaque fois? Il faut poser la question à Kabila, après tout ce qu'on a vécu au Congo, depuis 1960, comment aujourd'hui il peut encore se permettre de faire ça? Vous savez que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est la toute première fois que nous ayons une constitution qui régisse le pays pendant 10 ans. La loi fondamentale de 1960, ça avait pris juste l'espace de 2 semaines le temps que la sécession katangaise commence. La constitution de Louabou en 64, juste le temps qu'il y ait élection, Kassavou refuse que Tchoumbé soit Premier ministre, il désigne Kimba, l'Assemblée refuse, et puis Mobutu fait le coup d'État. Et puis il dissout tout. Et puis on a eu les manifestes de lancer les partis politiques, les partis uniques, et puis catastrophe, parti État. La constitution de la conférence nationale, qui n'a jamais été appliquée. Quelle était la base de tout ce travail? Le principe, c'est que moi, je n'ai pas participé aux travaux, mais j'ai suivi. Plus aucun Congolais ne prendra le pouvoir par la force. C'était ça le principe. On ne veut plus qu'un Congolais prenne le pouvoir par la force. Monsieur Kabila, on ne va pas dire qu'il n'a pas pris le pouvoir par la force, mais il est le principal bénéficiaire du coup de force qui a été. Mais n'empêche qu'il a été élu après en 2006 et puis en 2011. Mais pourquoi il veut détruire tout ce qu'il a fait? Pourquoi il veut mettre le feu? Pourquoi il veut brûler 70 millions d'habitants? Nous 70 millions, nous n'allons pas mourir, c'est lui qu'on va brûler. En fait, c'est ça. Nous n'avons rien à voir avec ces démarches-là. L'AFDL ne demandait pas le dialogue, l'AFDL ne demandait pas les élections, ils voulaient chasser les dictateurs. Nous sommes des partis politiques. J'espère avoir répondu à la question. On va poser 2 dernières questions, comme ça après on aura le temps d'échanger un petit verre d'amitié et de se poser des questions de manière beaucoup plus... Continuer à échanger autour du verre. 19 arrive. Kabila, c'est fini. D'accord? Ok. Les négociations patologiques. C'est quoi la position du G7? S'il n'y a pas de solution au niveau de... Il n'y a pas de solution au niveau de la négociation. Le 19, c'est un trou. Mais c'est quoi la position du G7? Merci. Je voulais juste savoir. Moi, ma question, elle est simple. Vous savez, on dit l'union fait la force. Aujourd'hui, on est unis. Qu'est-ce qui nous garantit que demain, on restera toujours unis? Voilà, c'est juste ça ma question. Une question, ce qui nous garantira que nous serons unis, l'intérêt supérieur de la nation, les principes qui ont été à la base de notre unité, à la base de notre alliance. Le respect des principes, c'est comme dans un mariage. Le respect des principes. L'alliance qui a permis au G7 et même au rassemblement de voir les jours est basée sur les valeurs reprises dans la Constitution de la République démocratique. Si aujourd'hui un parti du G7 ou du rassemblement cherche ou fait des démarches visibles ou invisibles pour violer la Constitution, nous ne serons pas d'accord avec lui. Nous sommes une famille, et je l'ai souligné tout à l'heure, même dans une famille, et encore une fois, dans une alliance politique qui est basée, la politique c'est d'abord fait sur la base des intérêts aussi, il peut bien y avoir des divergences.
Il y a eu aussi des divergences. Mais le sens élevé de l'État. Je vais terminer par cet exemple. Monsieur José Ndoundou Bonongué, mon président du PDC, qui a conduit les négociations depuis tout ce temps avec la SENCO. Avant-hier, la liste, vous avez vu la première liste, Lutundula Ndoundou Moulicho. Les négociations commencent, les discussions commencent, Olivier Kamitatou, le président Kamitatou arrive. Ils discutent entre eux, ils se conviennent. Olivier Kamitatou entre dans l'équipe de 3 et José Ndoundou reste d'ailleurs. Il commence à faire autre chose. D'ailleurs, en ce moment, il doit être en Bandaka en train de faire un meeting. Vous voyez, le fait qu'aucun de ces présidents du G7 ne cherche à prendre le pouvoir ou des avantages au détriment des autres, c'est ça que je dis, c'est quelque chose de très important à souligner et c'est ce qui fait la force du G7. Monsieur Kachat de France, je pense que le président Katebe a répondu hier aux médias. Si nous n'avons pas une conclusion, une résolution avant les 19, la Constitution est là et le peuple prendra le pouvoir. Je pense que même M. Moïse Katumbi aussi l'a souligné, c'est aussi simple que ça. Bon, on ne va pas tout dire, mais c'est une phrase qui veut aussi tout dire. Le peuple prendra le pouvoir. Voilà. Donc je vous remercie pour ce moment de partage que nous avons eu en famille. Je tiens à souligner que nous sommes bien au sein d'une même famille. Ce n'est pas vous contre nous, mais c'est vraiment un moment que nous avons voulu pour échanger aujourd'hui le 10 décembre 2016, à l'occasion donc pour fêter le 1 an d'existence du G7, mais aussi pour échanger sur l'actualité qui régit notre pays aujourd'hui. On va continuer cet échange comme il est de coutume, autour d'un verre, et nous pourrons alors d'ici 17 h nous séparer et chacun aller vaquer à d'autres occupations tout en continuant à penser à notre pays, la République démocratique du Congo. Merci. Bon, allez.